Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et Vlatipak, ça recommence, encore une fois, tous les jours, de 17h à 20h. On vous souhaite la bienvenue, bonjour. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus, mais je suis très inquiet. Ah oui, j'ai regardé Cyril Hanouna qui se faisait interviewer, vous savez, à l'Assemblée nationale, et le rapporteur Aurélien Saint-Toul lui a suggéré de baisser son salaire. Alors si maintenant c'est les députés qui doivent faire les salaires des animateurs télé et radio, je suis extrêmement inquiet. Il a été vite rembarré, il faut être juste. Mais déjà, le fait de supposer ça, je trouve ça vraiment surréaliste. Parce que c'est si pas le contribuable qui paye. Réviser votre salaire en baisse, pourquoi pas? Non, en baisse, en hausse. Si alors, je trouve que vous devriez payer pour travailler, Philippe David, moi. Vu la qualité de mon boulot, c'est ça? Non, c'est tout. Vous devriez me payer pour travailler, vous, c'est tout. Moi, vous me maltraitez, je devrais vous payer. Je pense que personne n'a compris ici que depuis hier, c'est moi la nouvelle propriétaire de la radio de Sud. J'ai passé un accord avec nos amis de Fiducial. Oui, et vous ne savez pas exactement ce que je vais faire, donc Ménibus augmenté. Ah bah voilà, ça c'est fait. David baissé. Oui. Évidemment. Mais il peut pas descendre plus bas. Je le monte un peu parce qu'il n'est pas désagréable. Ménard aussi parce que de temps en temps il me donne raison. Mais voilà. il est pas payé. J'appelle. Ça commence toujours. C'est à la tête du client. J'appelle la sécurité pour exclure Françoise de Gaulle du studio immédiatement. C'est ça. Vous excluez votre nouvelle patronne. Vous n'avez pas Benoît augmenté, Aude augmenté, Audrey, tout le monde. Philippe David n'a pas compris qu'il n'a plus de pouvoir, c'est fini. Non, surtout, il n'a pas compris qu'il n'a plus de boulot. Bon, je lance un coup d'État. Bon, en attendant, on vous garde quand même. Allez, Philippe David. Non, mais je paye Ménard, du coup. C'est lamentable. Être aussi brillant et pas être payé, c'est ici qu'on puisse croire que Philippe est viré, non? Non, c'est inimaginable. Tout cela est une blague, mesdames et messieurs. Je l'augmente et je le baisse au gré de mes humeurs. On y va ou quoi? Non. Allez, on y va. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est toujours à 17h30, Françoise. On n'a pas changé d'horaire. Le grand débat. Le grand débat est à 17h30, mais je vous rallonge quand même de 2 heures, vu tout ce que vous gagnez. Vous allez bosser jusqu'à minuit. Écoutez, très bien. Et la chronique philatélique. Tenez, Françoise. Chronique philatélique entre 2h et 3h du matin. Françoise de Gaulle, écoutez bien, parce qu'on va parler de notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'un événement dérisoire après l'incident à Sciences Po. Paris l'a indigné jusqu'au plus haut sommet de l'État. Autre polémique, des membres de la France Insoumise ont participé aux attaques contre Coco pour un dessin de Gaza publié dans Libération. Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez, a lancé la députée LFI Sophia Chikirou à cette rescapée de Charlie Hebdo, je rappelle. Alors parlons vrai, est-ce que LFI va trop loin? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a perdu toute crédibilité? Est-on dans la provocation permanente? Et à cette question, la France Insoumise continue-t-elle à se marginaliser sur Twitter? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur à 18h30, des attaques informatiques d'une ampleur rare contre plusieurs ministères et services de l'État depuis dimanche. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en début de semaine. Attaque revendiquée par différents groupes de hackers, dont Anonymous Soudan, un groupe pro-russe qui soutient plusieurs causes islamistes. Et parlons vrai, craignez-vous une guerre numérique qui pourrait par exemple paralyser tout le pays? Y a-t-il un risque réel de piratage, par exemple de nos données bancaires? On a parlé de nos données via Pôle emploi. Comment protéger ces données personnelles si même les grandes institutions du pouvoir n'y arrivent pas? Et à cette question, sommes-nous armés contre les cyberattaques pro-russes? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et un expert pour en parler, journaliste spécialiste des questions de cybercriminalité et rédacteur du site zataz.com, Damien Bancal sera avec nous. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter toute cette nouvelle actualité, Philippe Bilger est président de l'Institut de la Parole. Merci Philippe Bilger pour vos bonbons. Ah ben oui, et surtout gardez-les, j'en ai un peu trop mangé avant de venir. Ben oui, je vois ça. Lui, il m'offre des paquets de bonbons à moitié mangés, ça adore. Non, j'ai arrêté à 10. C'est qu'il y en avait 12 alors. Et je dis ça de Philippe Bilger, mais je peux en dire autant des gâteaux de Françoise de Bois. Mais moi, vous remarquerez que contrairement à Philippe Bilger, j'arrive les mains pleines et la boîte aussi. pleine. Non, mais la boîte pleine. Je suis désolé. Sauf que... Elle était pleine avant de me la donner, la vôtre aussi. Allez. Mais, par rapport aux cyber attaques, quand vous dites vous êtes les cyber attaques, rapport à votre compte bancaire, sachez qu'il est déjà piraté depuis 2 heures. Je dis
Sachez-le. Il est piraté par Bruno Le Maire qui cherche de l'argent. Sébastien Bénard est avec nous, président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. Bonsoir Sébastien Bénard. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va plutôt pas mal, ouais. Bon écoutez, tant mieux. On va pas s'étaler non plus, on va y aller. Et on va dire bonjour à notre auditrice du jour, c'est Sylvie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonjour à tous. Salut Sylvie. On est ravis de vous accueillir. Vous allez nous parler de quoi dans un instant? Du gros ras-le-bol du tout digital. J'en ai vraiment ras-le-bol. Vous bougez pas, on va en parler dans quelques instants. En attendant, on écoute notre répondeur au 0826 300 300. Oui, je suis Béatrix de Villejuif. Moi, je voulais qu'on entende une opinion différente sur l'Ukraine. C'est-à-dire que moi, j'ai été ravie de la défense de l'Ukraine qu'a prise Monsieur Macron. Pour une fois, j'ai été ravie parce que de ce soutien qu'il a apporté. Et effectivement, moi, je souhaitais que dès le début du conflit, on donne tous les moyens possibles à l'Ukraine pour se sortir de ce conflit et pour vaincre la Russie. Merci. Philippe Bilger. Je suis totalement d'accord. Dans le domaine pour l'Ukraine, on peut peut-être souhaiter d'autres modalités de soutien, mais on ne peut pas reprocher au président évidemment quelques paroles qui ont paru un peu étranges, un peu imprudentes, mais il fait ce qu'il peut et ce qu'il doit. Ce qui est intéressant dans les enquêtes d'opinion, c'est que le chiffre qui sort, c'est que la majorité des Français sont opposés à ces paroles. En revanche, quand vous regardez dans les détails, c'est passionnant. Les gens proches des Républicains, les gens proches du Parti Socialiste, et les gens proches des Verts, c'est-à-dire des trois partis de gouvernement, puisque les Verts ont été au gouvernement aussi avec Jospin et avec Hollande, sont majoritairement, mais très largement, 60-62% en phase avec Macron. Ce qui fait baisser, si vous voulez, le total, c'est les gens proches de la France Insoumise et du Rassemblement National, et on se rend compte en plus que la France Insoumise est encore plus opposée que l'extrême droite. C'est incroyable. Sébastien Bénard. Non, mais pour le coup, je suis parfaitement aligné avec Philippe Bilger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à avoir sur le soutien, j'ai envie de dire le soutien intellectuel, le soutien politique à l'Ukraine. Après, les modalités militaires, elles sont discutables. Allez, tout de suite avec Sylvie qui nous appelle de Paris, avec votre coup de gueule, chère Sylvie. Marre du tout digital. Sur quoi, par exemple? Sur la société en général, j'imagine. Alors oui, ce serait très long, mais je vais vous donner un exemple de l'aberration dans laquelle on est. Je me suis rendue il y a quelque temps au Bois de Boulogne, où je vais depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je suis parisienne. Comme Philippe Bilger. Merci. Pourtant, je n'ai pas un air brésilien. En fait, pour tout vous dire, je vais dire Philippe David, je dis Bilger. Non mais Sylvie, elle est objectivement folle. Non mais c'est intéressant ce qu'elle va dire. Allez-y Sylvie, pardon. C'est sérieux, tiens. Bon, et je voulais me garer, voilà, le bois est grand. Partout, il n'y a que des places payantes. Il n'y a, même quand le bois est vide. Eh bien, figurez-vous j'ai bien cherché, j'ai fait tout le tour du bois, il n'y a pas un seul parc-mètre. Donc, étonnée, je me suis dit, c'est peut-être pas installé. J'ai appelé la mairie et on m'a répondu, tenez-vous bien, c'est tout à fait normal, il faut faire payer sur telle application. Je lui ai dit, je vous demande pardon. C'est ça. Voilà. Et alors, je dis, mais si j'ai pas de téléphone, si j'ai pas d'application, si j'habite pas Paris, il y a pas on ne vous le dit nulle part, et dire, dans ce cas-là, vous téléphonez à tel numéro. Mais c'est indiqué nulle part. Il n'y a pas un panneau, il n'y a rien. Donc, on est dans une aberration totale. Voilà, des choses qui devraient nous simplifier la vie, nous la compliquent à souhait, en vérité. Voilà. Et je pourrais développer les exemples à l'infini. Mais celui-ci, je me suis dit, non, mais là, c'est l'aberration totale, quoi. C'est vrai qu'elle a raison, Sylvie, et ça manque de choix, en fait. En plus, même si j'avais l'appli, je saurais pas le faire, moi. En ce qui me concerne. Non, mais il y a des millions de gens qui sont largués, véritablement en France. C'est vrai, c'est invraisemblable. Pour refaire les passeports, vous imaginez quand même, pour nous c'est simple, mais maintenant ça ne peut passer que par une pré-déclaration sur Internet, refaire les cartes grises. Alors, je vais vous prendre un exemple. Pour refaire un passeport, il a fallu que je fasse 3 photos différentes parce que il y avait un petit problème, c'était pas de face, j'avais les yeux pas complètement. C'est hallucinant. Mais il faut des photos acceptables, c'est normal. Vous n'aviez pas un problème de
de cheveux sur les yeux. C'est la calvitie. C'est une méchanceté. Sébastien, c'est dingue. Non, mais ici c'est Paris, quoi. Enfin voilà, non, mais on en a déjà suffisamment parlé sur les aberrations sur le périphérique, sur les travaux. C'est pareil partout. Je ne peux pas tout à fait dire ça. Vous venez vous garer à Biarritz, on a mis le stationnement est quasi payant partout, mais on a des parcs-mètres qui ont été gérés en régie, qui ont été gérés par une structure privée extérieure. Ça revient en régie et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que on fait payer les gens, mais les gens trouvent des parcs-mètres et des parcs-mètres qui fonctionnent. Et quand les parcs-mètres ne fonctionnent pas ou que les gens ne les trouvent pas, le stationnement est gratuit. C'est un problème qui pourrait être généralisé. D'ailleurs, ce qu'elle dit. En Italie, par exemple, c'est comme ça depuis des années et tout le monde s'en plaint. Et ça va s'accélérer, je vous le dis tout de suite. Sylvie, en tout cas, c'était un très bon sujet. On vous en remercie et vous restez avec nous, bien entendu, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Et puis le procureur le réquisitoire du procureur, on parle de quoi? En fait, on a le premier débat des Européennes. Malheureusement, je vais le manquer puisqu'il est à 18h30 sur LCP. Je voudrais m'interroger sur le point de savoir si les débats servent à quelque chose. Eh ben, on en parlera lors d'un débat, justement, dans quelques instants. À tout de suite. Comme tous les jours, avec Philippe David, nous décortiquons l'actualité du jour. Ah oui, en long, en large, en travers. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va, Philippe? Ça va très bien, et vous? Oui, écoute, en pleine très forme. Bien. Avec nos éditorialistes du jour, Sébastien Ménard, président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre et aussi entrepreneur dans la foodtech, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Parle-t-on? On va parler de l'Assemblée nationale qui s'attaque à la fast fashion, d'Emmanuel Macron qui s'exprime à 20h sur le soutien à l'Ukraine, et puis de cette info qu'on vient d'apprendre, la mise en examen de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour diffamation pour ses propos contre l'ancien président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, en février 2023. En 3 mots, ça donne mode, explication et diffamation. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les débats politiques avant les élections, sont-ils utiles? Oui, alors il y a des émissions qui me passionnent encore plus que les matchs de foot, où ma bofitude est absolue. C'est les émissions politiques. J'essaye de n'en manquer aucune et je me rends compte que je suis beaucoup plus passionné par la technique de la parole et l'art de la confrontation que par le fond, dans la mesure où je ne suis pas un savant en politique. Mais comme le premier débat pour les européennes va avoir lieu et qu'on va en avoir beaucoup, j'ai été amené à me souvenir de la fabuleuse prestation de François Fillon où il avait dominé très largement la primaire. Ça ne lui a pas réussi par la suite, j'entends bien. Et je me suis demandé si les débats parvenaient à convaincre d'autres personnes que les convaincu. Et là, j'ai besoin de l'avis de mes amis là-dessus parce que j'ai l'impression que quelle que soit mon appétence pour les débats politiques, je ne crois pas qu'ils emportent de grands changements dans les convictions profondes des citoyens. Si. Complètement. Et vous voyez, on a des tas d'exemples, parce qu'il y a le débat et il y a le service après-vente des différentes campagnes, comme on dit aux États-Unis, qui vendent le débat. Vous voyez, par exemple, Fabius, quand il revient et qui dit à Jacques Chirac, vous parlez au Premier ministre de la France, la première partie, la réaction des gens, c'est il a raison. Et ensuite, il y a tout le travail des équipes, et au bout de 3 jours, ça se transforme, si vous voulez, en flop total pour Fabius. Jean-Luc Mélenchon, 2017, il est à 12%. Et puis, il fait le débat de TF1, la présidentielle, avec tous les candidats, et il sort les pudeurs de gazelle. Et on le voit, immédiatement dans les courbes, il prend 4 points en quelques jours pour cette histoire de pudeur de gazelle, parce qu'il domine les débats. Donc, les débats sont essentiels, y compris le débat de l'entre-deux-tours. Le débat de l'entre-deux-tours, il ne peut pas faire gagner, mais il peut faire perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ségolène Nicolas Sarkozy, un débat que je connais bien, sa colère au début, elle est très bien sondée par les gens qui regardent. Ça fonctionne très bien. Mais c'est tout le travail, dès le soir et le lendemain, des équipes Sarkozy pour expliquer que cette femme n'a pas de nerfs, qui retourne le débat. Donc, il y a un momentum sur les débats et ils peuvent embarquer des gens qui ne vous aimaient pas forcément. Sébastien Ménard. Complètement raccord avec ça, c'est-à-dire que vous avez souvent des blocs
inamovibles, évidemment, puisqu'il y a tout un espèce de fan club qui se mobilise, qui fait mobiliser, etc. Là, on peut dire que la probabilité de faire passer un marcheur de l'époque pour un électeur frontiste à l'issue d'un débat, ou mélenchoniste, ça peut pas marcher. Par contre, vous avez quand même en France, je dirais, un attelage de gens qui savent pas, de gens qui sont nés à gauche, mais qui votent à droite, et puis qui votent à droite, et puis qui finalement préfèrent voter au centre-gauche, de manière très opportuniste, en fait. Attention, l'opportunisme dans le bon sens du terme. Donc ça peut bouger. Ça peut bouger. Il y a aussi effectivement le travail, le poste, enfin le travail, le service après débat, etc., diligenté par les équipes et porté par les réseaux sociaux, qui portent évidemment et qui peuvent faire bouger l'opinion. Allez, tout de suite, merci beaucoup les amis. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont mode, explication et diffamation. À Arros, sur la fast fashion, la mode éphémère, les députés lancent l'examen de la proposition de loi pour freiner les vêtements d'importation à prix cassé avec malus environnemental et interdiction de la publicité. L'explication de texte d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Le président va parler soutien de la France à l'Ukraine après ses déclarations controversées sur le possible envoi futur de troupes occidentales. Et puis la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, mise en examen après ses propos contre Noël Le Graët en février 2023. Ces mots avaient accéléré le départ du président de la Fédération française de foot. Les vraies voix Sud Radio. Un malus environnemental, une interdiction de la publicité pour les vêtements à prix cassé, ce sont les mesures phares de la proposition de loi visant à freiner la mode éphémère, l'ultra fast fashion en mauvais français. Texte proposé par le groupe Horizon, soutenu par le gouvernement et étudié par l'Assemblée nationale depuis cet après-midi. Ces mesures feraient de la France le premier pays au monde à légiférer pour limiter ces dérives, assure le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. 97% du textile que nous consommons est importé. Souvent, depuis l'autre bout du monde, produit dans des conditions sociales et environnementales désastreuses, avec une industrie textile qui a quasiment disparu en 30 ans en France. Nous savons aujourd'hui que notre planète meurt de cette mode du bout du monde, ultra rapide, de cette mode sans limite. 1/3 du fret aérien mondial est directement relié à ces pratiques. C'est la mode qui consomme et qui pollue la ressource en eau, qui contribue à l'essor de la pollution plastique dans les océans. C'est la mode qui jonche et qui souille les plages et les ruisseaux d'Afrique. Nous devons agir. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Du côté des oppositions, beaucoup parlent d'un pas dans la bonne direction, mais un pas insuffisant, selon François Ruffin de la France Insoumise. Enfin, nous envisageons des mesures. Sur le pire du pire, sur le sommet des excès, c'est un pied dans la porte, un petit pas, et aussi un sparadrap sur une hémorragie. Une hémorragie d'emploi dans l'industrie, hier, dans le commerce aujourd'hui, avec Pimki, Camailleux, Naf-Naf, une hémorragie pour une planète qui saigne. Le grand choix qui nous sépare, il est celui du « est-ce qu'on laisse faire le libre-échange ? Est-ce qu'on laisse faire cette mondialisation ? Ou est-ce qu'on lui impose des règles ? Et on ne pourra pas réguler sans, à un moment, des protections, des barrières douanières, des quotas d'importation, des protections tarifaires. » François Ruffin, député LFI de la Somme, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Et puis le deuxième mot, Emmanuel Macron, qui va prendre la parole ce soir sur les enjeux du soutien à l'Ukraine. Explication après ses propos controversés sur le possible envoi de militaires occidentaux face à une Russie de plus en plus menaçante, selon lui, en Europe. À 3 mois des élections européennes, justement, son entretien aux 20h de TF1 et France 2 marque aussi dans les faits son entrée dans la campagne. Émission spéciale à suivre également sur Sud Radio après 20h avec Jean-Marie Bordry. Et puis troisième mot, diffamation. On vient d'apprendre la mise en examen d'Amélie Oudéa-Castéra. La ministre des Sports mise en examen pour diffamation contre l'ancien président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët. Enquête conduite par la Cour de justice de la République, la seule à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. L'ancien président de la 3F avait porté plainte après ses propos d'Amélie Oudéa-Castéra en février 2023, peu avant son départ contraint et forcé de la présidence de la Fédé. Concernant le président Noël Le Graët, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Le parquet général de la Cour de cassation a donc confirmé aujourd'hui cette mise en examen par la ministre dans l'enquête de la Cour de justice de la République. Il faut bien voir qu'en matière de droit de la presse, la mise en examen est automatique. Oui, bien sûr. Ça n'est pas un bouleversement politique absolu.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour. La France Insoumise joue à sa guise. Alors Sophie Chiricou critique la dessinatrice Coco. Jean-Luc Mélenchon parle d'un incident contre une étudiante juive à Sciences Po comme dérisoire. On va en parler dans un instant avec notre question du jour, Philippe. Oui, notre question du jour. La France Insoumise continue-t-elle à se marginaliser? Alors parlons vrai, est-ce que LFI va trop loin? Est-ce qu'elle est dans la provocation permanente? Est-ce que Mélenchon a perdu toute crédibilité? Et cette question, la France Insoumise continue-t-elle à se marginaliser? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on en parle dans un instant, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. On est ensemble avec Philippe David. Dès que je dis on est ensemble avec Philippe David, je me dis mais les gens vont croire qu'on est mariés à force. Bah oui, non, on ne l'est pas. Non, alors qu'on ne l'est pas. Oui, on ne l'est pas. Non, on ne le sera jamais. Non, même. mais vous vivez ensemble peut-être. Non, par contre, on est en contact souvent dans la journée, dès le matin. Enfin, pas physique, contact. Merci. Vous savez pas ce que vous perdez. Non, mais il a un melon, lui, c'est un truc de malade. Non, juste réaliste. Mais il sait ce qu'il vaut. Non, il s'adore. Et tous les matins, il se regarde dans la glace, il s'embrasse en disant je m'adore. Il se raconte même à lui-même une blagounette pour se faire rire à lui-même. Il considère qu'être pulpeux est une qualité. Ça peut. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Françoise Degois, Sébastien Ménard, président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre et entrepreneur dans la food tech. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut être aveugle et sourd pour pas comprendre qu'il est en pleine dérive, Jean-Luc Mélenchon. Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion. Oui, LFI est le premier parti antisémite de France. Rima Hassan est donc notre candidate sur la liste des européennes. Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient des actions légitimes. Jamais. Elle les a condamnées depuis le premier jour. Cette espèce d'antisémitisme larvé qu'on retrouve dans un certain nombre d'expressions de dirigeants de la France insoumise est un problème démocratique. J'ai l'impression que leur boussole s'est déboussolée. Et donc après l'incident à Sciences Po Paris hier que Jean-Luc Mélenchon a qualifié d'événement dérisoire malgré l'indignation jusqu'au sommet de l'État, une autre polémique éclate. Des membres de la France Insoumise ont participé aux attaques contre Coco pour un dessin sur Gaza publié dans Libération. La députée LFI, Sophie Chiricou, a annoncé vous n'aurez pas ma haine, mais vous la méritez. Alors parlons vrai, est-ce que LFI va trop loin? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a perdu toute crédibilité? Est-on dans la provocation permanente? La France Insoumise continue-t-elle à se marginaliser? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Cette France Insoumise qui se marginalise pour nos auditeurs à 84%, c'est pas votre avis, Philippe Bilger? C'est-à-dire que je suis à chaque fois dans une sorte d'étonnement, peut-être parce que d'abord je suis en effet naïf dans le domaine intellectuel et politique. Je me dis, dès lors, je suis étonné quand des gens indiscutablement intelligents, avec une sorte de systématisme, mettent en œuvre en permanence des propos ou des saillies dont ils savent qu'elles vont provoquer une forme d'indignation. Je me dis, il y a derrière des dessins qui ne sont pas forcément malfaisants. Et pourtant, à propos de Jean-Luc Mélenchon, à la fois j'adhère lorsqu'il dit les polémiques qu'on mène sur Coco et sur ces dérisoires là à propos de Sciences Po, moi-même je ne les perçois pas comme capitales. Deuxième élément, je me demande tout de même s'ils ne sont pas engagés dans un processus délétère où la pensée elle-même ne gouverne plus le langage. Et troisième, et je termine, je me demande s'ils ne sont pas obsédés par une sorte de lutte perverse contre ce qu'ils nomment souvent le deux poids, deux mesures. À force de vouloir que la cause, pour aller très vite, palestinienne soit respectée, ils en oublient qu'ils doivent traiter avec respect l'autre. Voilà, Françoise Degois. Il me semblait. Mais avec des points d'interrogation partout, hein.
Il y a une stratégie qui est évidente de Jean-Luc Mélenchon. Elle est évidente, et en plus il est dans la position de quelqu'un maintenant qui brûle ses vaisseaux. Vous savez, cette radicalisation, une fois que vous avez mis le doigt dedans, quand vous êtes dans la seringue, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. La cause palestinienne, si vous voulez, ça va au-delà de l'antisémitisme ou de l'antisionisme. On rejoue éternellement la même pièce de la lutte anticapitaliste, anti-impérialiste. Les Américains, c'est le grand méchant, c'est en permanence cela. Évidemment, Israël, vassal, dans le mot de LFI des Américains, est à combattre. Donc on est au-delà de l'antisémitisme. Par ailleurs, je pense, moi, que vous êtes un peu naïf. Tout est pensé dans ce qui est écrit. Rien n'est émotionnel. Je parle pas de Thomas Porte, David Guiraud, tout ça, qui commettent des erreurs, qui en plus de ça comprennent souvent rien à rien. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est pensé, même si c'est pas lui qui tweet, tous les tweets lui sont soumis. Quand il parle d'incidents dérisoires, il y a un rappel évidemment du détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen qui se fait immédiatement. Quand Sophia Chikirou parle vous n'aurez pas notre haine mais vous la méritez, c'est d'une perversion totale. C'est non, et c'est Charlie et c'est Bataclan aussi. C'est les massacres. Vous adressez à Coco Boer, à Coco qui en plus est une rescapée de Charlie. Vous ne faites pas ça pour rien. Donc moi, mon point de vue, c'est que la France insoumise de toute façon est obligée de faire l'impasse sur les européennes parce que traditionnellement c'est pas son électorat qui va voter. Et que tout ça, ce sont des causes plantées pour la présidentielle, avec l'idée folle, de mon point de vue, qu'en appuyant sur cette fracture palestinienne dans notre pays, eh bien, ils vont arriver à récupérer les 300 000 voix qui leur permettraient d'être au second tour. Ils seront même pas à la sortie du premier. Vous verrez. Sébastien Ménard. On assiste depuis, et votre serviteur a assisté à ça en direct. Candidat aux élections législatives en Seine-Saint-Denis en 2017, je l'ai vécu. On est dans une dérive clientéliste, purement clientéliste. Et quand on voit les thématiques poussées, défendues, et parfois les prises de position ou les attitudes les plus nauséeuses qui soient, elles s'inscrivent dans un calcul politique. Oui, elles sont pensées. Dans une démarche purement électoraliste. Je m'explique. Et c'est ça que le problème n'est pas tant, et je vais peut-être faire saigner quelques oreilles, mais n'est pas tant d'avoir en face de nous des politiciens qui font de la politique. C'est pas ça le problème. Ce qui est gênant, c'est que ça correspond à une attente dans nos banlieues. Ça correspond à une audience populaire dans nos banlieues, à qui force est de constater tous les grands partis, de la gauche de gouvernement jusqu'à la droite de gouvernement, n'a finalement pas su parler. On n'a pas su. Il y a eu des fameux grands soirs où vous aviez des candidats à l'élection présidentielle mainstream. 86% de participation en 2007. Françoise, avant cela, Chirac. Voilà, Chirac. C'est-à-dire le fameux 21 avril. Voilà. Non, mais Ségolène parlait aux banlieues, par exemple. C'est tout ça. C'est fini. Et la conséquence, je le dis souvent, j'utilise souvent cette formule, d'une inconséquence. Voilà. Un certain nombre de prédécesseurs ont été inconvenants, inconsistants, avec tous ces publics qui sont des publics, qui sont des Français. Qui sont des Français souvent les plus en souffrance, économiquement, scolairement, même sur le logement, sur la sécurité, etc. Et aujourd'hui, on est dans un pur calcul politique de la France insoumise. Et quand je dis aujourd'hui, ça a démarré il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Non, je pense que la bascule, elle se fait vraiment pour 2022. Olivier de Bordeaux, 0826 300 300 est avec nous. Olivier, vous vouliez réagir. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. C'est bien, vous êtes unanimes tous. Donc je vais apporter un peu de contradiction. Alors moi, je suis personne dans la France insoumise, je calcule pas. Déjà. Mais je pense que on pourrait retourner la question en disant qu'à force de ne pas oser critiquer la politique actuelle d'Israël et surtout ses conséquences, donc quand même, tout en on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire ça. Bien sûr, moi je condamne le 7 octobre, les horreurs. Les deux sont compatibles. Je crois qu'il faut pas se cacher derrière l'antisémitisme qui devient à un moment donné
donné l'argument fourre-tout. Et je pense que c'est insulter et les électeurs et la direction de la France Insoumise que de penser qu'ils sont dans un antisémitisme primaire à des fins électoralistes, parce que ça sous-entend aussi que ces abstentionnistes-là qu'on essaie d'aller chercher à un moment donné, on attend d'eux qu'ils soient précisément antisémites ou non. C'est pas une histoire de pro-palestiniens, calcul électoral. On est dans un moment d'histoire très important où, suite à ce qui s'est passé au 7 octobre, la situation est devenue plus qu'explosive. On est dans un massacre avec des innocents qui sont tués tous les jours, avec des horreurs. Et et moi j'interpelle les médias là-dessus, les médias français, mais l'histoire, elle gardera tout. Comment vous positionnez par rapport à ça à un moment donné? Est-ce que le fait de donner un soutien, je vais pas dire inconditionnel parce que le terme a été déjà usité, mais de donner un soutien systématique à Israël, ne pas oser critiquer Israël quand Israël déconne, je suis désolé, vous ne rendez pas service en plus, vous ne rendez pas service. Moi, je suis stupéfait que ce qui s'est passé à Sciences Po, par exemple, puisse faire l'objet d'une information. On est dans une France qui se paupérise, on a une guerre en Ukraine, on a, je suis désolé, on va pas me faire croire que le problème de Gaza est en train de se répercuter sur la politique française. Il l'est entre politiques, mais pas chez les Français. Chez les Français. Vous pensez justement qu'on n'aurait pas dû parler de l'affaire de Sciences Po, ou vous pensez, tiens justement, comme Olivier de Bordeaux, que LFI n'est pas dans la provocation? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger. Mais moins rapidement, je suis très intéressé par ce que vient de dire Olivier, et notamment par la forme qu'il utilise. Je me demande parfois si, au fond, ce qu'on reproche à la France insoumise, c'est pas précisément de choisir délibérément de ne jamais répartir également la charge. Je veux dire par là qu'au fond, souvent, je suis moins gêné par le fond de ce que dit LFI que par le fait que, de manière ostentatoire, LFI accepte de donner l'impression d'une incomplétude intellectuelle et politique. Comme si la donnée reviendrait à tomber au fond, dans une sorte de macronisme. Je voudrais répondre à Olivier. D'abord, tout le monde condamne Netanyahou. J'ai pas entendu, à part sur certains plateaux de droite et de droite extrême, Netanyahou est condamné de façon unanime. Le gouvernement de Netanyahou d'extrême droite est condamné de façon unanime. Il faut pas être binaire et polarisé. Je vous parlais de génocide, Olivier. On peut dire que faire toute une campagne des Européennes en parlant du génocide, c'est une honte. On peut parler de carnage. On peut parler d'enfer de Gaza, la famine maintenant qui s'installe à Gaza. Coco, d'ailleurs, son dessin, il porte sur la famine qui s'installe à Gaza. On a le droit de le dire, mais on n'a pas le droit d'utiliser. Mais on n'a pas besoin. Quand vous dites il s'est rien passé à Sciences Po, c'est complètement dingue. Tous les gens qui nous rapportent de Sciences Po, j'ai pas dit ça. Tous les gens, Olivier, ça devrait être un événement tous les jours. Après le 7 octobre, 2 jours après, Olivier, vous allez pouvoir répondre. Il y a des affiches dans Sciences Po, gloire au Hamas qui vaincra. L'occupation de l'amphi avant-hier, c'est une occupation avec des étudiants masqués, avec des mots qui sont intenables à entendre. Est-ce qu'on a le droit de vous dire et de répondre que Israël n'est pas un État qui pratique l'apartheid et ne pratique pas un génocide? Est-ce qu'on peut s'entendre sur les mots? Est-ce que vous pensez que Israël a décidé d'éliminer les Palestiniens? On a le droit de pas être d'accord avec cette analyse de la France insoumise. Et par ailleurs, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui était un laïcard incroyable il y a encore 10 ans, de la part de Jean-Luc Mélenchon, utiliser cette souffrance et cette tragédie du Proche-Orient pour raviver les plaies et faire voter dans les quartiers, je vous le redis, c'est lamentable. Pour moi, franchement, c'est une grande désillusion. J'aimais beaucoup Mélenchon, je trouvais qu'il était très juste sur le social. Il finira, la France insoumise continuera et finira aux poubelles de l'histoire si elle continue sur ce registre. On ne peut pas s'amuser avec ça. Allez, Olivier.
C'est Sébastien Ménard qui applaudit. Quelle tirade c'est pas une tirade, c'est mon cœur qui parle. Je pense que j'ai soutenu. Attendez, on laisse la France insoumise contre Vincent depuis des années. Plusieurs choses. Je ne minimise pas ce qui s'est passé à Sciences Po. J'ai dit qu'on en avait fait un non-événement. C'est pas la même chose. De la même façon, si vous voulez. On en a fait un événement, ce que vous dites, et non un nous. Voilà, oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Merci de m'avoir corrigé. Très sincèrement, si on devait faire autant de fois à chaque fois que quelqu'un se fait traiter de sale arabe, de sale noir ou de sale musulman, je suis d'accord. Alors moi, je m'insurge à un moment donné, si vous voulez, s'il y a des choses à traiter à Sciences Po, il faut aller les traiter à Sciences Po. Ils ont des règles, ils ont des gens, voilà. Après, la caricature des gauchos islamophobes, si vous voulez, à chaque fois qu'on parle de ce sujet, moi, est-ce qu'on a le droit aussi, Françoise, je reprends votre expression, est-ce qu'on a le droit de ne pas partager votre analyse, de ne pas partager votre vocabulaire et de pouvoir argumenter avec l'histoire? Et il ne s'agit pas de critiquer Netanyahou, il s'agit de critiquer la politique de Netanyahou. Et la politique de Netanyahou, aujourd'hui, quand on voit le nombre de morts, alors qu'on sait qu'ils ont tous les moyens, qu'ils arrivent à savoir combien il y a de personnes dans un bâtiment, s'ils sont petits, s'ils sont grands, etc. Quand on voit le nombre de civils tués, mais excusez-nous de... Les amis, on a Sylvie qui est au standard aussi. Je voulais juste te dire à Olivier... Est-ce qu'il y a une intention de leur part? Non. Il y a une intention de raser Gaza. Je crois pas qu'il y a une intention génocidaire. Voilà, c'est la différence entre vous et moi. Ils ont une intention de raser Gaza. Ils ont un projet qui est religieux. Olivier, il n'y a aucun projet religieux. C'est intéressant. C'est bien de ne pas être d'accord. On n'est pas d'accord, voilà. Olivier, si vous permettez, s'il vous plaît, Olivier, on va laisser la parole à Sylvie au 0826 300 300. Pardon Sylvie de vous avoir fait attendre si longtemps. Sylvie, votre approche sur la France insoumise dans ce domaine? Ils ont un langage qui malheureusement est outrancier. Il pourrait y avoir des choses intéressantes et quelqu'un l'a déjà dit sur le fond. Effectivement, apparemment, et je mets toutes les pincettes nécessaires, la personne en question d'une association juive aurait eu tendance à faire des photos et après les personnes des pro-palestiniens se retrouvent harcelées. Donc ça n'excuse pas ceci, mais je veux dire, on est dans d'une surenchère permanente au niveau du vocabulaire. On n'a plus aucun recul sur rien. A-t-on encore le droit? C'est une très bonne question. A-t-on encore le droit de critiquer certaines choses, et surtout après le 7 octobre, concernant Israël, sa politique, sa colonisation? Est-ce que si on s'autorisait à ça, ça nous autoriserait aussi, ou ça ouvrirait une porte à se poser des questions sur ce qui se passe en Ukraine? Mais bon, là, je pars trop loin. Mais sur LFI, effectivement, c'est dommage parce que sur le fond, il y a des choses intéressantes qui seraient à dire, mais ils sont dans une forme qui est outrancière, clientéliste, qui les rend mais inaudibles. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils pourraient participer de manière plus constructive au débat politique puisqu'ils ont des positions qui, par ailleurs, sont tout à fait d'actualité et intéressantes à entendre sur d'autres sujets, l'Ukraine, nos engagements, etc. Et ils sont en train de se rendre complètement inaudibles en étant dans une forme de révolution verbale permanente. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, et je tiens à souligner la qualité de nos auditeurs. Merci beaucoup Olivier. On va prendre Olivier au standard. Merci. C'était très sympa. Olivier, vous êtes là. Merci Olivier. Merci à vous d'avoir débattu avec nos vraies voix. Vous êtes là, Olivier? Il est parti. Il est là. Non, je suis là. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'était très sympa. Merci. Sylvie, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. C'est le moment peut-être de battre nos vraies voix. Et on va mettre, ça va être le tout pour le tout. La chamboule tout, les amis. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous explique pas qui était autour de la table puisque ces voix sont reconnaissables à des millions de kilomètres. Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe Bilger sont avec nous et Sylvie, formidable Sylvie qu'on aime beaucoup, notre auditrice du jour. Je suis sûr qu'elle va nous plier. Mais non. Sylvie. Et vous n'allez pas rougir Sylvie parce que c'est mérité ce qu'on dit de vous. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je me demande si c'est pas la gagne. À mon avis, ça sent la gagne. Je vous le dis tout de suite. Écoutez bien, Sylvie. Une question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Sciences Po ne peut pas devenir un bunker islamo-gauchiste.
Sylvie. Macron. Larcher. Non, Larcher, bonne réponse. Non, Gérard Larcher, président LR du Sénat. Du Sénat. Donc 3 points pour Sébastien Ménard. La boulette. Qui c'est qui l'a dit, Sylvie, à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Je pense qu'on aura tous à cœur de plonger dans la Seine. C'est facile. Ça c'est Anne. Non. C'est Emmanuel Macron. Oudéa Castéra. Bonne réponse, Amélie Oudéa Castéra. Il est bon. Ah, vous êtes trop fort. La ministre des Sports des Je voudrais JO. voir si les mails et les réponses n'ont pas été envoyées en mail. Par mail. C'est déjà arrivé. Les pigeons voyageurs aussi. C'est déjà les pigeons voyageurs. Non, mais je vous dirai après Sylvie, quand la saison sera finie. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Sur sa future retraite politique, je ferai pas mal de peinture. Ah bon? Sylvie. Ah, bah alors là, je suis perdue. Je donne ma langue au chat. Qui va faire de la peinture? Il a été président. Non, il n'a pas été président. Il a été premier ministre. Il est président. Ah oui. Macron? Non. Il a été premier président ministre. de plein de choses. Édouard Philippe? Non. Bonne réponse, Florence Fabius. Ah bah oui, président du Conseil. Il est très fort. Oh là là, on a hâte. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. S'il vous plaît, qui c'est on en parle un autre jour. Qui c'est sympa pour lui. Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 1 point sur l'étudiante juive interdite d'amphi à Sciences Po. C'est un incident dérisoire. C'est notre ami Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, 1 point pour Sylvie. C'est facile, on est out. Pour ça qu'elle était à 1 point. 3 points pour Sylvie. Non, j'ai passé 1 point. Parce que comme on l'a dit avant, j'ai retiré 2 points. Regarde. Non, c'est marqué 3 points. 3 points pour Sylvie. Voilà. C'est pas vous qui décidez au dernier moment de changer les points. C'est vous. Pourtant, vous vous gênez pas pour le faire, Cécile. Même si je l'appelle par son prénom. Mais enfin, pour qu'elle gagne, c'est marqué dessus. Question qui c'est qui l'a dit? 12 points. Non, 3 points sur la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po. Il n'est pas question que nos établissements suivent le même chemin que les universités américaines. Sylvie. Attal. Non, Retailleau. Bonne réponse de Philippe Bilger. Quel Retailleau? J'avais dit 12 points. Bruno, j'ai les deux. C'est Sylvie Retailleau. C'est Sylvie Retailleau. T'es gonflé. Sylvie Retailleau. L'escroquerie. En fait, on est tous des escrocs. Ce mec est avocat général escroc. Des voyous, je gagne pas. Vas-y, Qui c'est qui l'a dit? C'est une question à 2 points sur les signes religieux à l'école. Il faut sans cesse rappeler ce qu'est la laïcité. Sylvie. Ah oui. J'ose plus dire Attal, ça fait 3 fois que je l'ai dit. Bonne réponse, Yann Pivet. Ah ouais. Sébastien Ménard qui prend large. Il prend large, il va écraser aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il a triché. Quoique je voudrais voir ses mails. Sylvie, cette question est pour vous. Elle vaut 2 points, pardon. Qui c'est qui l'a dit? La laïcité est menacée. Elle l'est probablement aujourd'hui plus que jamais. Ah bah oui, ça. Attendez. Et si je dis Gabriel, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est facile. Ah, c'est trop facile. Merde, j'aurais même pas un point. Oui, mais à force de dire Gabi, vous auriez même pu dire Gabriel. Allez, attendez. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Qui c'est qui l'a dit? Régulièrement, le président Poutine agite la crainte nucléaire uniquement pour faire peur. Alors il a été ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Sylvie. Ah bah là. De Védrine. Non. C'est Alain Le Drian en cœur. Non, c'est Philippe. C'est Philippe Philippe. Bilger, largement. C'est vrai. Vous avez gagné. D'autant plus que j'ai abandonné toute espérance. Non, mais moi j'ai fait 0 plus 0. Je m'en Le temps que je réponde. Peut-on avoir le score, s'il vous plaît? Attention, on y va. 10, 6, 5 pour Sylvie et 0 pour François Delois. Bravo Sylvie. Comment ça, Sylvie, elle a 12, non? Non, elle a 5 points. Elle a 5. Bah ouais. 12. Je croyais que vous aviez changé. Ah bah, il a Non, mais ah oui, c'est vrai. Non, mais j'aimerais vous entendre le dire. Qui a gagné? Sébastien Ménard. Merci. Ils ont besoin de se faire mousser. Sylvie, on vous embrasse. Merci beaucoup. Mais moi aussi, je vous embrasse. On a adoré. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez votre place autour de la table, bien entendu, dans 10 minutes. Le coup de projecteur, pas du tout. Le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. La plaie des coachs parentaux. Et avec Françoise Degois. Le film événement italien, 5 millions d'entrées. Il reste encore demain un film extraordinaire qui arrive en France sur les violences conjugales. Sébastien Ménard. Moi, j'ai relu avant la déclaration du président Macron ce soir Le Monde mode d'emploi de Jacques Attali. Eh ben écoutez, on a hâte d'entendre ça. À tout de suite. Et pourtant, Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Le temps passe très vite, ça fait déjà 1 heure que nous sommes avec vous, avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Oui, Françoise Degois. Je voulais juste vous dire que si l'information du Monde est confirmée, c'est une véritable bombe. Le Monde raconte une soirée à l'Élysée, après le discours en faveur de Missak Manouchian, ce très beau discours de Macron. Il rentre à l'Élysée, il a ses interlocuteurs, il prend un verre de whisky et il les regarde, il dit de toute façon, je vais être obligé d'envoyer des hommes à Odessa avant la fin de l'année. Voilà. Donc, si ça est confirmé, c'est c'est une information très puissante et capitale, parce que ça veut dire que, de toute façon, dans l'esprit du chef de l'État, l'envoi des forces est déjà programmé. Cette soirée date du 21 février. Voilà, on va voir ce que dit l'Élysée, s'il la dément, mais le Monde raconte rarement de grosses bêtises comme ça quand il s'agit. Il rapporte des propos qu'il rétracte le lendemain, Macron. Peut-être. Mais en tout cas, ça dit beaucoup de choses. Vous allez voir dans l'opinion, c'est révélateur. Allez, dans un instant, vous avez la parole avec Félix Mathieu. On va faire chauffer les neurones, puisque là, c'est la semaine du cerveau, figurez-vous. On en parle avec un spécialiste de cette zone aussi incontournable que mystérieuse. Non, il faut, encore faut-il en avoir un donné à tout le monde. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule contre ceux, en particulier Jacques Chirac, qui ont supprimé la conscription il y a bientôt 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, l'Allemagne envisage un retour de la conscription obligatoire et que le Danemark envisage une nouvelle conscription ouverte aux femmes, et ce, alors que le Royaume-Uni, qui l'a supprimé avant la France, envisageait elle aussi un retour du service militaire en début d'année. On ne se pose toujours pas la question en France. Pourtant, la suppression de la conscription a été une erreur pour plein de raisons. Tout d'abord, c'était un creuset où se croisaient toutes les classes sociales venues de toute la France. Un melting pot qui se faisait en treillis Rangers, mais qui avait le mérite de former toutes les classes d'âge à la défense de la nation. En 12 ou même 10 mois, on avait le temps d'apprendre à servir d'armes en cas de conflit, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le même temps, les appelés pouvaient être utilisés pour des tâches pour lesquelles les engagés n'étaient pas nécessaires. Pourquoi mettre des hommes des troupes d'élite comme les légionnaires pour faire vigie devant des bâtiments sensibles? Si on avait des appelés, la répartition des tâches serait tout de suite vue. En 25 ans, le ministère des Armées a supprimé plus de 200 000 postes, soit le double des effectifs employés par le ministère de la Justice en 2023. 200 000 hommes et femmes, c'est peu ou prou ce que comptent nos armées comme effectifs. Et si on se posait la question du retour de la vraie conscription en France à la place du SNU? Philippe Bilger. Vous avez raison, et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai failli le faire, mais un problème de vésicule et prétendument ma qualification d'intellectuel m'ont permis de ne le faire que durant 3 semaines. Mais je pense que, franchement, c'est trop facile de le dire. Je l'ai regretté parce que je n'ai plus jamais pu retrouver un monde que j'aurais connu là-bas. Je suis assez d'accord avec vous, a priori, mais je pense qu'il faut arrêter aussi de fantasmer ce qu'a été le service militaire. Je comprends, moi je serais pour qu'à nouveau il y ait le service militaire, y compris un petit service pour les femmes, ça ne me gênerait absolument pas, mais je pense qu'on est aussi dans la fantasmagorie. Est-ce que le fait de maintenir le service militaire aurait changé quelque chose au creuset républicain? Je n'en suis pas forcément persuadé, et par ailleurs Chirac l'a supprimé parce que c'était un gouffre financier que la France pouvait plus supporter, tout simplement. Alors, c'est une mauvaise raison. Enfin, si c'est la seule et unique raison de l'avoir supprimé, c'est probablement me semble-t-il, l'une des fautes les plus importantes des différents mandats de Chirac. Je pense que... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça permettait quand même à des publics, à des gens, à des Français, de jeunes Français, de se côtoyer, de se rencontrer. Et je suis exactement dans le même cas de figure. Et pourtant, Dieu sait que j'ai pas tout à fait le même âge que Philippe Bilger, mais je me suis moi aussi retrouvé réformé, puisque je faisais partie des tout derniers conscrits. C'est-à-dire, je suis né au mois de décembre, à quelques jours près. J'étais civilement exempté. Et donc, j'étais très content quelque part que mes études plutôt pas mal emmanché me dédouane, mais je l'ai regretté par la suite. Je l'ai regretté par la suite de ne pas vivre cette aventure humaine, cette aventure républicaine, et je dirais ce partage citoyen. Allez, tout de suite, parlons de nos neurones, Félix. Oui, je vous emmène dans votre tête et je peux vous dire que vous n'êtes pas tout seul dedans. Il y a du monde. C'est complexe. Je savais. Faut s'y retrouver. Et oui, c'est la semaine du cerveau, une zone évidemment stratégique, mystérieuse. C'est la semaine où Philippe David est en vacances d'ailleurs. Merci. Il fallait le faire. Allez, on y va. Mais bon, le cerveau, on connaît de mieux en mieux, à en croire René Bocobza, médecin radiologue spécialiste du cerveau. Bonsoir.
Bonsoir. Et vous m'entendez bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous, René Bokobza, auteur aussi de ce livre Quo Vadis, où vas-tu, Humanité chez les Impliqués éditeurs. Alors, vous exercez depuis 1977 dans des centres d'imagerie médicale. Vous avez pu voir l'évolution en 45 ans. Et votre constat, eh bien, c'est qu'on arrive mieux à observer le cerveau aujourd'hui qu'avant. Ah oui, sans aucun doute. Et puis, il n'y a pas photo entre ce qu'on voyait dans les années 70, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y avait des angiographies qui permettaient de voir les artères, mais pas le cerveau lui-même. Il y avait les encéphalographies gazeuses très traumatisantes qui voyaient les contours du cerveau, mais pas le cerveau lui-même. Et aujourd'hui, vous vous allongez dans un tunnel d'IRM et on voit absolument tout l'intérieur du cerveau sans même toucher le patient. C'est absolument miraculeux, c'est indolore, il y a du bruit dans la machine, mais c'est tout. Et ça permet de voir tous les détails, substances blanches, substances grises, les ventricules, etc., les tumeurs. Alors évidemment, ça permet de dépister des maladies qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Dépister et mieux comprendre comment ils fonctionnent? Alors pour le fonctionnement, c'est autre chose. Alors oui, le fonctionnement, c'est une branche qui n'est pas de la radiologie de ville classique. Ce sont des centres de recherche comme Neurospin par exemple, avec Stanislas Dehaene là qui fait des recherches là-dessus et c'est très valorisant et stupéfiant parce que on demande aux patients de réfléchir à quelque chose, où on lui montre une image, où on lui fait entendre un son, on lui demande aussi des fois de bouger une partie de son corps, et on voit à tous ces épisodes comment le cerveau réagit et comment il s'allume à droite, enfin à telle ou telle partie, pour faire justement bouger le membre ou avoir conscience du stimuli visuel ou auditif. C'est absolument fabuleux. C'est une IRM fonctionnelle qui permet de voir le fonctionnement du cerveau. Donc il ne serait pas absurde, docteur, de se faire examiner le cerveau de manière régulière, même en étant bien portant? Non, ça n'a aucun support médical. C'est pas un dépistage. Il n'y a rien à dépister. Ce n'est pas comme les dépistages du cancer du sein, par exemple, où là, il y a une pathologie très fréquente qu'il faut dépister parce qu'on connaît très bien les tenants et les aboutissants. Le cerveau, on ne peut rien dépister à l'avance. Une petite question, juste, je lisais plein de choses sur les tueurs en série, par exemple, et on expliquait qu'ils avaient tous en commun, au niveau du lobe frontal, je crois, quelque chose ou d'absent ou de trop présent. Est-ce que on peut voir les caractéristiques de personnalité à travers ces études magistrales que les neurosciences mènent et que vous menez à l'évidence? Voir les caractéristiques pour dire qu'un tel est un tueur en série ou un tel artiste je sais pas. Non, on peut faire des études morphologiques, des études topographiques de certaines zones du cerveau, mais il y a même en génétique ce qu'on appelle le gène du tueur ou du meurtrier, mais tout cela est complètement... ce n'est pas de la médecine, c'est des suppositions qui ne sont pas fondées, et ce n'est pas du tout quelque chose de... Et vous savez, chaque individu a un cerveau à la naissance qui module suivant les événements de sa vie jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort d'ailleurs. Donc on peut le moduler, c'est surtout l'éducation, c'est surtout le mode de vie qui va entraîner telle ou telle tendance chez l'individu et non pas la génétique ou une morphologie du cerveau. On vous envoie un cas particulier, Philippe David. Parce qu'en un mot rapide, René Bokobza, donc pour en revenir à ce que vous écrivez, le cerveau, c'est pas juste un travail pour vous, c'est une question presque métaphysique. Vous dites que le cerveau humain garde une trace de ce qui s'est passé depuis l'origine de l'espèce et même avant. En fait, le passé n'avait aucun avenir sur Terre avant le cerveau humain, finalement. C'est magnifique, ça. Ce n'est pas que le passé n'avait aucun avenir, non, c'est que le cerveau est à l'évidence, tout le monde le sait depuis que Hubert Reeves a dit que nous étions des poussières d'étoiles, a fortiori le cerveau aussi, nous gardons tous des traces les plus lointaines de nos origines. Depuis le début de l'univers, il y a une évolution permanente des corps célestes, des planètes, de la Terre, de la vie sur Terre, les différentes espèces animales, etc., pour aboutir au cerveau humain.
Et ce cerveau revient à ses origines, puisqu'actuellement, on a des télescopes qui permettent de voir de plus en plus loin, donc de plus en plus tôt dans les tréfonds de l'univers, pour essayer de voir d'où nous venons exactement. C'est comme ça que j'interprète l'évolution qui a abouti au cerveau. Merci, c'était passionnant. Beaucoup. Merci beaucoup, René Vous savez que Cécile de Mélibus était une galaxie, par exemple. Oui. Et là, d'un seul coup... par contre, on attend toujours le greffon de Françoise de Gois, soit dit en passant. Vous savez, je suis un trou noir. Il y a un trou noir, un espèce de grand machin. Hein, merci beaucoup, spécialiste du cerveau autour de ce livre. Covadis, on devrait faire une émission entière là-dessus, non, Cécile? Ça serait passionnant sur le cerveau, les étoiles. Ah bah nous on peut pas. On est disqualifiés. Covadis, où vas-tu? Humanité, en tout cas, c'est son livre chez Les Impliqués Éditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On entend de belles dans cette émission. On découvre les personnalités en antenne. Je ne vais rien dire. Je vais me taire. Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard et vous. On peut dire que Philippe Bilger a attendu un âge vénérable pour piquer des bons becs dans les magasins, par exemple. Non. On a le droit de le dire. On va le croire. Ce serait tellement... ce serait pas drôle, mais ce serait très drôle. Mais bon. Tout à coup. Une anecdote idiote, mais elle est trop longue. Elle est trop longue et elle me fera tomber dans un ridicule encore plus. Vas-y. Non, mais je n'ai jamais volé de ma vie, sauf un jour, j'avais 18 ans, je vais dans la librairie PUF, je commence à lire les livres, et mécaniquement, je sors avec le livre. Et tout à coup, j'ai un gars qui m'interpelle, et c'est fou comme on a l'air honteux. Tout à coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Vous étiez tellement pris dans votre lecture. Je déteste tellement l'idée de fraude, même intellectuelle. Excusez-moi, mais est-ce que les faits sont prescrits? Oui. Non, mais je comprends. Quand on est accusé faussement, après, ça m'a beaucoup servi aux assises ou ailleurs. C'est pas évident de protester de son innocence quand en plus on l'est. C'est intéressant. Vous avez la note des bonbons là que vous avez acheté ou pas? Non. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Viens à table avec nous. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente cette tableur des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, vous en avez ras-le-bol des experts en parentalité. Oui, alors je me souviens, il y a des années, il y avait un très bel article dans Le Monde ou dans Le Figaro qui disait « Les parents sont les aventuriers du monde moderne ». Et je trouvais ça assez juste à l'époque. Et puis je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des parents et des spécialistes de la petite enfance qui alertent les pouvoirs publics sur le fait qu'un certain nombre de coachs prétendus parentaux avec des tarifs exorbitants, viennent assister prétendument les parents qui ont besoin, les jeunes parents qui ne savent pas comment s'en sortir avec leurs petits-enfants, alimentation, sommeil, travail. Et ces parents naïfs payent des sommes considérables à des gens qui n'ont rigoureusement aucune légitimité ni compétence pour les aider. Et vraiment, c'est tellement préoccupant, ces faux coachs parentaux, que je crois qu'on va un jour régler le problème. On va tenter de dénoncer des conditions qui permettront à des parents de ne pas se laisser flouer. Oui. Je sais pas. Et en plus, j'ai en horreur, pardon Françoise, l'idée des coachs. C'est un truc qui me... je déteste l'idée qu'on guide notre vie. Alors là, c'est pour les parents qui peuvent avoir peur. Mais peut-être que vous avez aussi des parents qui sont dépassés par leurs enfants, dépassés par l'idée même de la maternité, l'idée même de la naissance. Et puis, est-ce que c'est pas une évolution dans notre génération, en tout cas, la vôtre encore plus probablement que la mienne, les grands-parents s'occupaient beaucoup naturellement
parents des enfants. Est-ce qu'on n'est pas dans des cas de plus en plus de familles déracinées? Il n'y a pas mamie, il n'y a pas papy finalement pour aider les parents à faire leur premier pas. Moi, je vois mes propres parents, leurs parents étaient là pour les aider à devenir parents. Est-ce qu'il y a encore des grands-parents pour aider les parents à devenir parents? La transmission. Je sais pas. Ça doit jouer, absolument. Je sais pas ce qu'on pense. Sébastien. Pour reprendre une expression de Françoise, je pense qu'il faut séparer le bon grain du mauvais grain. Je pense qu'il y a effectivement des familles, des parents qui peuvent avoir besoin d'être accompagnés, de conseils, et ça peut-être effectivement parfois solutionner un certain nombre de problèmes. Moi, je suis jeune papa, qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais les grands-parents s'occupent par exemple de tes enfants? Ils sont trop loin. La problématique, c'est qu'ils sont trop loin. Mais en même temps, là où je suis d'accord avec vous, Philippe, vous avez un certain nombre de charlatans qui surfent quelque part sur cette mode de l'accompagnement personnalisé ou du coaching en tout genre, et qui sont coachs comme moi, je suis archidiacre. Et c'est vrai qu'à l'époque, on habitait à côté toujours tous dans la même commune. Il y a un côté très clanique. Très clanique, je suis d'accord. Et ce joli coup de cœur italien, bah non, c'est dans un instant. Voilà, parce que... La pub. Oui, parce qu'on en a appris un peu plus sur l'enfance de Philippe Bilger. Voilà. Donc du coup, donc la jeunesse. La jeunesse. Il est toujours jeune. C'est un voleur en fait, en vrai. C'est vraiment une racaille en fait. Non mais c'est une racaille. Des propos fielleux. Écoutez, vous le traitez de hooligan, moi je le traite de racaille, j'ai le droit. Allez, on y va. Allez, on y va. On revient dans un instant, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec nos amis Philippe Bilger, Françoise de Gois, Sébastien Ménard, avec le tour de l'actu de nos vraies voix. L'Italie, ce film, Françoise de Gois. Ouais, il reste demain. Alors, il reste encore demain. Un film événement. Vous vous rendez compte que ce film a démarré doucement. Il a déjà engrangé 5 millions de spectateurs au box-office italien, parce que c'est un film très simple et très beau. Moi, je l'ai vu en version italienne, mais je parle pas assez bien l'italien, donc on me l'a un peu traduit. Il arrive en France, donc je vais aller le revoir en France. C'est un film sur une femme dans l'Italie post-fasciste. Ça ressemble un peu à Une journée particulière pour les gens qui ont vu ça. C'est en noir et blanc. Ce couple elle vit avec Ivano, son mari, évidemment, qui non seulement la tabasse, mais en plus de ça, compte tout l'argent précisément qu'il lui donne, etc. Sous les yeux, bien sûr, des voisins qui entendent les cris, qui entendent les coups, mais qui ne réagissent pas. Et c'est l'histoire de la libération de cette femme, parce que c'est un film qui est à la fois très drôle, il va pas chercher les références. Bien sûr, on dirait le cinéma italien des années 50, qu'on adhère tous pour les amoureux des films. Mais il y a quelque chose d'extrêmement moderne, et je suis très heureuse de vous dire d'aller voir ce film. C'est sur les violences conjugales. C'est hallucinant. C'est le 3e film le plus vu en Italie de toute l'histoire du cinéma italien. Ça a été une ruée, comme une libération pour ce pays qui reste encore extrêmement machiste et traditionnaliste. Philippe Bilger. C'est une actrice très connue qui a réalisé, je crois, réalisatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, Marisa, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, elle est très connue, et ce film, c'est comme Anatomie d'une chute. C'est un film d'auteur. Comment un film d'auteur, ce qui n'était pas le cas de The Artist, comment un film d'auteur décroche un Oscar à Hollywood et devient un événement mondial? Eh bien, c'est exactement cela. C'est un film d'auteur qui touche un public incroyable. C'est magnifique. Sébastien Ménard, un mot. Moi, j'ai une question pour Françoise. Est-ce que ce film est joué dans des salles un peu intimistes, ou est-ce qu'on est susceptible de le retrouver dans les grands réseaux? Je pense qu'il est dans les grands réseaux. Il est sorti hier. Il table vraiment sur... Le film de Paola Cartoli. Voilà. C'est Paola Cartoli. Je cherchais, bien sûr. Voilà, donc je le dis parce que voilà, on a un cinéma européen qui va vachement bien, franchement. Oui. Vous voyez Anatomie d'une chute, vous voyez... Le titre, c'est Il reste encore demain. Il reste encore demain. C'est joli en plus comme ancora domani, ça s'appelle. Ouais, voilà. Vous parlez italien, François? Non, je parle très très mal italien, mais ce titre est beau, C'è ancora domani. Je vous le dis à vous, mon cher Philippe, il reste encore demain. C'est beau, c'est beau. Moi, je sais dire que des mots grossiers, donc je vais pas le dire. Sébastien Ménard, le livre de Jacques Attali. Oui, c'est pas un livre qui est sorti hier, mais à quelques minutes d'une allocution présidentielle probablement importante sur l'engagement des troupes françaises en Ukraine, personnellement que je ne souhaite pas. Mais je me suis dit, finalement, il y a quand même des gens qui, de temps en temps, nous éclairent. Et donc, j'ai repris un bouquin que j'avais acheté il y a plusieurs mois, que j'avais pas franchement lu. C'est le bouquin Le Monde mode d'emploi de Jacques Attali, où il nous propose en fait de comprendre, prévoir, agir, protéger.
Alors Jacques Attali, c'est pour nos auditeurs, évidemment, certains le connaissent tous, d'autres pas, c'est cette espèce de haut fonctionnaire, grand intellectuel, qui a souvent et qui a été trop longtemps indigeste. Voilà, il avait une espèce de condescendance. Voilà, puis une espèce de condescendance, suffisance intellectuelle qui rendait son propos plus méprisant qu'intelligible. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, Jacques Attali, et il m'a convaincu de lire et de parcourir un certain nombre de ses ouvrages. Et celui-ci est intéressant parce que il l'a accompagné depuis sa sortie de prises de parole quasi quotidiennes, 90 secondes, 2 minutes, 3 minutes, sur les réseaux sociaux. Et en vieillissant, Jacques Attali devient, j'ai envie de dire, beaucoup plus humain, beaucoup plus pédagogue, et ses préceptes et ses analyses deviennent beaucoup plus utiles. Voilà. Donc je n'imaginais pas un jour faire la promotion de Jacques Attali et de ses ouvrages sur Sud Radio, mais je me félicite d'avoir redécouvert ce livre, et à l'aune de ce qui va probablement se passer, c'est intéressant de regarder des écrits qui ont parfois quelques mois ou parfois quelques années, qui prédisent exactement ce qui est en train de se passer. Mais Sébastien, je pense que Jacques Attali a une évolution du politique proche de Mitterrand, arrogant un petit peu, qui voulait faire passer tout le monde par son bureau avant d'accéder chez Tonton, si vous me permettez cette familiarité avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Peut-être un sage qui écrit beaucoup et qui a des capacités de prévoir, peut-être. Ouais, c'est une personnalité hors norme, hein. Vous savez, Mitterrand disait Jacques Attali, c'est 10 idées par jour, à moi de décider lesquelles je dois rejeter. Attali, c'est le conseiller spécial de Mitterrand, véritablement. Alors on lui a reproché son arrogance. C'est un type hors norme. Moi je le connais aussi très bien, et il est de bon ton de le critiquer, etc. Attali a souvent vu juste. On lui reproche d'être toujours proche du pouvoir, mais la réalité c'est que je pense qu'il comprend très bien le monde, et en plus il a une vertu pour moi, Jacques Attali. C'est un type qui est capable de se remettre en question. Vous savez qu'il a une passion, c'est la musique classique. Et bien qu'a-t-il fait, Jacques Attali? À 40 ans, il a pris des études de chef d'orchestre. Et en plus de ça, il écrit des romans. Il essaie de réfléchir au monde, et il s'adonne à sa passion de chef d'orchestre, qui est mon fantasme absolu. Dans ma prochaine vie, je veux être chef d'orchestre. Il a un théâtre dans sa propriété. Et il a un théâtre. J'ai déjà été le voir chez lui, mais j'ai pas vu le théâtre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut pas le rejeter comme ça, parce qu'il est de bon ton de dire Attali, etc. Il faut juste écouter sur les nerfs comme les gens trop brillants. C'est vrai. Et j'encourage, pour celles et ceux pour qui les bouquins de Jacques Attali seraient encore un peu trop pointus, un peu trop compliqués, découvrez-le sur les réseaux sociaux. Oui, c'est gratuit. Il écrit très bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Allez les amis, dans un instant. Vous avez vu comment on est sage avec le temps? Aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'il y a un truc là? Vivement dans 10 ans. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Dimanche soir, le réseau interministériel de l'État touché par des attaques informatiques revendiquées par des hackers pro-russes, dont Anonymous Sudan. Philippe. Alors cette question, est-ce que craignez-vous une guerre numérique paralysant tout le pays par la Russie? Y a-t-il un risque réel de piratage de nos données, qu'elles soient bancaires ou de santé? Comment protéger ces données personnelles alors que même l'État n'y arrive pas? Et à cette question, sommes-nous armés contre les cyberattaques pro-russes? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Damien Bancal est avec nous, ce journaliste spécialiste des questions de cybercriminalité, rédacteur du site zatas.com. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Petite question avant de partir en pub, et donc qui demande une réponse rapide. Est-ce que les motivations finalement de ces hackers ne sont liées finalement qu'à la cause islamiste? On va se rendre compte qu'ils ont surtout une vraie cause, le porte-monnaie. On en parle dans un instant, tout de suite. Ça va Philippe David? Ça va super bien. Bien, écoutez, avec Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe Bilger, très bien entouré. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. France Travail, qui a donc été visé par une cyberattaque. Un piratage d'une ampleur inédite, je crois qu'on est à 2700 sites visés. 43 millions de Français seraient concernés. Toutes les données, le nom, prénom, adresse, email, le numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. On peut considérer que c'est une vocation de coalition anti-occidentale. C'est un employé de France Travail qui a été piraté, si j'ai bien compris, ce qui a permis l'accès aux bases de données. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir mis si longtemps à se rendre compte de cette attaque qui a duré pendant un mois, du 5 février au 6 mars. Et donc, en plus de France Travail, des attaques informatiques d'une ampleur inédite contre plusieurs ministères et services de l'État ont été l'objet d'attaques informatiques d'une ampleur inédite depuis dimanche. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en début de semaine, Philippe. Alors,
Parlons vrai, craignez-vous une attaque numérique qui paralyserait tout le pays, par exemple? Y a-t-il un risque réel de piratage de nos données? Et pourquoi pas de données très sensibles? L'armée, par exemple, ou la police? Comment protéger nos données personnelles, sachant que l'État n'y arrive pas? On l'a vu avec des hôpitaux. Et à cette question, comme sommes-nous armés contre les cyberattaques pro-russes? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité, journaliste spécialiste des questions de cybercrime, rédacteur en chef de zataz.com, Damien Bancal, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Philippe Bilger, est-ce que ces attaques informatiques vous font peur? J'adore les questions de Sud Radio parce qu'elles présument que au moins l'un des animateurs ou plusieurs savent répondre aux interrogations En ce qui me concerne, j'avoue, d'abord je suis étonné de la facilité avec laquelle on peut mener ces cyberattaques. Mais probablement pour mes amis, ils sauraient expliquer comment on le fait. Moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça dépassera le stade de France Travail, que sais-je encore? Et est-ce qu'on peut déstabiliser la France, voire troubler radicalement nos élections européennes ou demain présidentielles? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai entendu ce qu'a dit notre invité, que tout ça est fait pour de l'argent et pas apparemment à des fins politiques. Françoise pour Leroy. le reste, vraiment... Ça dépend, parce que quand on parle des agitateurs et des militants soudanais qui sont pro-islamistes et pro-russes, en l'occurrence on parle de Matignon et de Bercy, ils sont pas rentrés dans les serveurs. Ils n'ont pas fait ça, et notre invité le dira, ils ont juste saturé les serveurs. France Travail, c'est autre chose. C'est un piratage. Une autre chose, c'est du phishing. C'est du phishing. Bien sûr qu'ils peuvent perturber. On a complètement oublié, par exemple, que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul a été retardée de 2 heures parce que des hackers avaient piraté le système électronique de contrôle des billets électroniques. Vous vous souvenez, on regardait, les gens n'arrivaient pas à rentrer dans le stade. Donc oui, il y a un vrai danger, mais je poserai la question et je la pose tout de suite à notre invité. Mon sentiment quand même, c'est qu'avec l'ANSI, la NCI, nous sommes quand même dotés d'une agence qui est probablement une des plus performantes d'Europe. Je veux pas faire de cocorico, c'est pas mon genre, mais j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas si mauvais en cyberharcèlement. Vous me direz ce que vous en pensez. Sébastien Ménard. Cyberattaque. Moi, je suis cyberattaque, pardon, Cécile, vous avez raison. Je suis pas étonné si, je suis étonné qu'on en parle que maintenant. Parce que on a vu un certain nombre de grandes campagnes électorales, la nôtre, la France, en 2017. Je rappelle qu'un certain nombre de saloperies avaient transité dans les médias français sous l'influence de haters, d'influenceurs qui sont d'ailleurs plus des techs que des influenceurs à proprement parler. On a vu l'influence que ça a pu avoir sur la précédente élection américaine. Voilà. Donc oui, ça pirate, oui, ça espionne. Je suis pas d'ailleurs certain que ça soit un monopole russe. Je pense que vous avez exactement, vous avez un certain nombre d'oligarchies les plus ouvertes et les plus démocrates du monde. Enfin, je fais exprès de mettre tout ça entre guillemets, qui usent et qui abusent de ces techniques. Je suis pas d'ailleurs certain que les services français n'en fassent pas de même. Voilà. Et j'ose espérer que s'il y a effectivement des cybers offensives ou des cybers défensives, il y a des allers-retours en tout cas. Oui. J'ai la faiblesse de croire que ça marche un peu dans tous les sens. Damien Bancal, déjà pour qu'on comprenne bien la différence peut-être entre un hacker et un brouteur. Oh là, oui. Alors, un brouteur, ça va être un escroc. C'est une personne qui va vous envoyer un mail, qui va vous appeler au téléphone potentiellement, voire une visioconférence, et il va vous faire croire que vous êtes la plus belle femme du monde, vous êtes le plus bel homme du monde, et qu'il va falloir faire une petite notion économique parce que vous devez lui payer le médecin, le voyage, etc. Donc là, on a plutôt affaire à un escroc. Le hacker, là par contre, le hacker malveillant, donc on va plutôt parler de pirate informatique. Sa mission est de trouver tous les moyens possibles et imaginables de vous voler vos informations, d'infiltrer votre ordinateur, mais aussi potentiellement votre téléphone, votre voiture, bref, d'accéder à votre informatique pour vous nuire, vous détruire, vous espionner ou voler de l'info. Alors, Damien Bancal, une question. On a parlé notamment des hôpitaux qui avaient été paralysés, entre autres des villes par des attaques de hackers. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de complètement fou, des liaisons militaires par exemple, alors imaginons même pas la force de dissuasion, qui pourraient être piratées par des hackers?
On a une énorme chance quand même, c'est qu'on a affaire à des populations, et on parle ici des militaires, qui sont quand même entraînés à ce genre de choses. La question que vous posiez tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on répond, est-ce que l'armée est capable de répondre? Ça fait des décennies qu'on le dit sous la table que les armées ont des soldats numériques. Aujourd'hui, l'armée française est très fière même, elle le montre en plus dans des concours, elle a des soldats capables de répondre d'abord par la défense, mais aussi potentiellement à la réponse, à l'agression, donc ça c'est loin d'être négligeable. Maintenant, est-ce que ce genre d'espace peut être cyberattaqué? Tout ça n'est que de l'informatique, donc on se doute bien que un système informatique d'un sous-marin nucléaire, par exemple en Bretagne, ne sera pas connecté à Internet. Et donc la mission des malveillants, donc des pirates informatiques, qu'ils soient étatiques ou non, est de tenter de trouver la porte d'entrée. Donc plus il y aura de clés, plus il y aura de serrures, et plus on sera efficace pour les contrer. On a un sujet à l'approche des Jeux Olympiques, parce que c'est arrivé il y a très peu de temps, c'est le spoofing. Spoofing, c'est vraiment un sport très effrayant, qui consiste en réalité à mettre en panne et à rentrer dans le système électronique des avions, à les détourner, à complètement brouiller leur géolocalisation. C'est ainsi qu'un avion, je ne sais pas si c'est pas un avion australien, s'est retrouvé directement au-dessus des lignes israéliennes, alors qu'il était persuadé qu'il volait en Europe. Donc le spoofing, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant, parfaitement pratiqué par les Russes. Je parle sous votre contrôle, je crois que c'est ça. J'ai lu un papier à la fois effrayant et passionnant là-dessus. Et donc je repose ma question à la veille des Jeux Olympiques, avant même de parler des élections. On sait déjà que les Jeux Olympiques ont déjà été perturbés par le passé. À la veille des Jeux Olympiques, est-ce que vous considérez que nous sommes bien armés, parce que moi, je crois quand même que l'ANCI travaille bien, mais est-ce que je me trompe ? Alors l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, moi je vais être très honnête avec vous, je les appelle les Saint-Bernard de notre cybersécurité. Ça travaille, ils ont un peu de financement, mais il en faudrait plus, ils ont des hommes, mais il en faudrait plus, parce que d'abord ils protègent nos entreprises, etc. Donc on parlait de Jeux Olympiques. Alors je vais vous rassurer tout de suite, les pirates informatiques, moi ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, les Jeux Olympiques pour eux c'est tous les jours. Tous les jours, pourquoi? Parce qu'ils courent et ils essayent d'aller plus vite, ils sautent le plus haut, et dans tous les cas, ils essayent d'intercepter de l'information. C'est simple. Non, mais je vous parle de la cérémonie, là. J'entends bien votre métaphore. Séoul a déjà été perturbé. Est-ce qu'ils peuvent frapper un coup sur Paris, par exemple? Mais bien sûr. Vous savez, un pirate informatique n'a rien de génial. Un hacker malveillant n'est pas un génie de l'informatique. Il a besoin d'une seule chose, c'est d'avoir de la chance une fois. Donc plus on lui mettra des bâtons dans les roues, le problème c'est qu'il est là. Regardez ce qui s'est passé pour France Travail. C'est juste... Pardon du terme, parce que moi je vois ce genre de fuite de données, des dizaines par jour, c'est juste un employé qui a dû cliquer sur ce qu'il ne fallait pas, le pirate informatique est rentré dans la maison, et ensuite il a plus qu'à fouiller. Souvenez-vous, on était à l'école il y a encore pas très longtemps, on a lu un livre qui s'appelait Homère et l'Odyssée. Ulysse, il a pris un cheval de bois pendant 10 ans pour rentrer dans la ville de Troie. Aujourd'hui, le pirate informatique, il va mettre moins d'une seconde. Mais c'est exactement pareil. Hacker le cerveau avant d'attaquer l'ordinateur. Est-ce que ces hackers, on en parlait en prélude de ce débat, est-ce qu'ils ont des idéologies? Est-ce que finalement, ils hackent pour des raisons, je le disais, liées à de croyances ou autre chose? Le pirate informatique, c'est simple, c'est un couteau suisse. Chaque lame sera une excuse d'action. Alors effectivement, nous avons des pro-islamistes, nous avons aussi des pro-israéliens, nous avons vu aussi des pro-écolos, bref, des pro-Poutine. L'important pour ces gens-là, ce qu'on appellera l'activiste avec un grand H, c'est de manifester par des voies numériques. Alors ils vont manifester soit par des attaques sous forme de blocage, on l'a vu par exemple avec des sites de ministères français, mais c'est plus de 2600 sites qui ont été attaqués. On a repéré, nous, le prémisse de cette cyberattaque le 6 mars. Et pour vous dire qu'ils ont quand même un petit peu commencé à préparer. Mais comment on les a repérés? C'est que ces pirates informatiques, dont Anonymous Soudan, où on en a énormément entendu parler sur des aspects idéologiques, politiques, religieux, etc., c'est surtout des businessmen. Je vous explique, le 6 mars, les gars, et peut-être très certainement aussi les filles, proposaient des options économiques. Grosso modo, c'était quoi? Je vous permets d'attaquer n'importe qui, n'importe quand pour $500 par heure. Voilà, on est face à des gens qui ont aussi compris que le numérique de la malveillance, c'est pour ça que c'est un terme que j'ai inventé il y a une vingtaine d'années, le marketing de la malveillance. Alors effectivement, ils ont peut-être des idées religieuses, politiques, mais si en plus derrière on peut se faire quelques billets, ils vont clairement pas se gêner. Et je finirai par un dernier exemple, Killnet, groupe de pirates informatiques que j'avais infiltré au moment de l'invasion russe en Ukraine, mais il y avait eu Killnet du côté russe et de l'autre côté il y avait la cyberarmée ukrainienne. Killnet, le lapsus, Killnet était avant tout et avant toutes ces histoires un vendeur de données piratées
dans des black markets, des sites pirates où ça vendait de la donnée, volée, exfiltrée à droite à gauche. Donc ces gens-là sont aussi et avant tout malheureusement des opportunistes. On n'est rien d'autre que des porte-monnaies sur pattes pour eux. Hein. Sur le spoofing, vous pouvez nous rassurer en une seconde sur le spoofing, vous pouvez nous rassurer, on ne peut pas détourner les avions parce que je vois que Madame de Minibus fait comme ça, mais elle est énorme, elle est extraordinaire. Le spoofing, c'est soit l'internet, soit le téléphone où des gens vont usurper une information pour détourner. Il y en a partout. Ouais. D'accord. Merci mille fois, c'était passionnant. Damien Bancal, journaliste spécialiste des questions de cybercrime, rédacteur du site zatas.com. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménard, le grand champion du C'est qui l'a dit. On peut dire qu'il a gagné quand même. Il a gagné. Allez, dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Ne bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant, tout de suite.